Mon fils préparait une fête pour moi. Il avait insisté, presque trop. Cette fois, tu ne fais rien, maman. C'est nous qui nous occupons de tout. Il souriait. Avec cette application un peu maladroite qu'il avait enfant quand il cachait un dessin derrière son dos. J'avais senti une émotion me serrer la poitrine. À mon âge, on ne s'attend plus vraiment à être célébré. On apprend à se faire discrète, à ne pas déranger, à remercier d'avance pour ce qu'on reçoit. La maison, pourtant, n'était plus tout à fait la même. Il y avait des allées et venues inhabituelles, des sacs posés puis déplacés, des conversations interrompues quand j'entrais dans une pièce. On me demandait souvent de me reposer, de sortir un peu, de ne pas me fatiguer. Je trouvais cela attentionné. J'avais appris à accueillir la sollicitude sans trop questionner. Questionner, c'est parfois gâcher. Ce soir, je rangeais la cuisine. Rien d'extraordinaire. Les gestes que j'avais répétés toute ma vie. Mon mari est resté debout, dans l'embrasure de la porte, plus longtemps que d'habitude. Je l'ai senti avant même de le regarder. Il ne parlait pas. Il tenait son téléphone à la main, immobile, comme s'il hésitait à poser un objet dangereux. Quand j'ai levé les yeux, son visage m'a frappé. Pas de colère, pas de reproche, une inquiétude nue, presque enfantine. Quelque chose ne va pas, à Athéa, il dit enfin. Puis, après une seconde de silence, regarde ça. Il m'a tendu l'écran. Je n'ai pas compris tout de suite ce que je voyais. Des messages, rapides, organisés. Des noms, des pièces jointes. Mon fils écrivait à quelqu'un que je ne connaissais pas. Un ton professionnel, pressé. Et au milieu de ces lignes, des mots qui m'ont glacé, avant qu'elles ne changent d'avis. Il faut aller vite. Les documents sont prêts. J'ai senti une pression sourde dans ma poitrine, pas une douleur, plutôt une certitude qui se formait trop vite pour être ignorée. Mon mari a retiré ses lunettes, les a posées sur la table, puis s'est assis lourdement. Ce n'est pas qu'une fête, a il murmuré. Ou alors? Pas seulement. Je me suis assise en face de lui. Le silence s'est installé, épais, presque irréel. J'entendais le tic-tac de l'horloge, le bruit lointain d'une voiture dans la rue. Tout continuait comme si de rien n'était, et pourtant quelque chose venait de se fissurer. Je repensais aux derniers jours. À cette insistance à me tenir à l'écart, à ces papiers qu'on m'avait demandé de signer, pour simplifier. À ces phrases dites trop vite, trop doucement. C'est pour ton bien. On s'occupe de tout. Je m'étais sentie touchée, presque reconnaissante. Et soudain, ses attentions prenaient une autre couleur. Mon mari a fait défiler d'autres messages. Il n'avait pas fouillé. Il était tombé dessus par hasard, m'a hâté à il dit. Une notification mal fermée. Une erreur. Comme souvent, la vérité ne se révèle pas par une enquête, mais par une négligence. Je me suis entendue penser, très clairement. On me prépare quelque chose sans moi. Pas une surprise. Pas seulement une fête. Quelque chose de plus sérieux, de plus définitif. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Je ressentais une étrange froideur, comme si mon esprit se protégeait en mettant de la distance entre moi et ce que je comprenais déjà. Mon fils. Celui que j'avais porté, protégé, défendu. Celui pour qui j'avais toujours été disponible. Il préparait quelque chose pour moi. Oui, mais pas ce que j'imaginais. Cette nuit je n'ai presque pas dormi. Je revoyais son sourire appliqué, les mots sur l'écran, le visage inquiet de mon mari. Et une question revenait, insistante, douloureuse. Depuis quand décide Athée à On à ma place en m'offrant des fleurs? Je sentais confusément que ce qui s'annonçait ne serait pas une simple déception. C'était autre chose. Un basculement. Le moment précis où l'on comprend que l'affection peut devenir un écran, et que les gestes les plus doux peuvent parfois masquer une dépossession. Je ne savais pas encore quoi, je ne savais pas encore comment. Mais une chose était sûre, cette fête, quelle qu'elle soit, venait de perdre toute innocence. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus envie de faire semblant de ne rien voir. Cette nuit, après avoir éteint la lumière, je suis restée longtemps immobile, les yeux ouverts, à écouter la respiration régulière de mon mari. Elle m'aidait à ne pas sombrer. À défaut de dormir, je me suis laissée glisser dans mes souvenirs, comme on retourne des pierres pour comprendre d'où vient la fissure.
Je me suis revue jeune, bien avant les fêtes surprises et les sourires trop appuyés. À l'époque, je croyais que la vie se construisait à force de patience. J'avais rencontré mon mari dans une France plus lente, où l'on prenait le temps de se promettre des choses simples. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions l'élan. J'avais travaillé, puis j'avais arrêté quand le premier enfant est arrivé. Ming, sans drame, sans plainte. C'était naturel, pensez à jeu. On ne compte pas quand on aime. Mon fils est né un matin de printemps. Je me souviens de son odeur, de son poing fermé autour de mon doigt. Dès le début, il a été sensible, attentif au regard, cherchant l'approbation. Je l'ai protégé de tout, peut-être trop. Je voulais qu'il se sente en sécurité, qu'il ne manque de rien, surtout pas de présence. J'étais là pour ses devoirs, ses peurs, ses chagrins muets. J'étais fière de sa gentillesse, de sa capacité à éviter les conflits. J'appelais cela de la maturité. Je n'y voyais pas encore une fuite. Les années ont passé ainsi, remplies d'efforts ordinaires. La maison se construisait à coups de renoncements discrets. J'apprenais à faire durer, à réparer, à arranger. Mon mari travaillait beaucoup. Il me faisait confiance pour tout le reste. Cette confiance m'a longtemps semblé être un hommage. Je ne voyais pas qu'elle m'isolait aussi dans un rôle silencieux. Quand mon fils est devenu adulte, je me suis effacée un peu plus. Par respect, je voulais qu'il prenne sa place. Je l'ai encouragé à partir, à aimer, à construire sa vie. Quand il m'a parlé de cette femme qu'il aimait, j'ai été sincèrement heureuse pour lui. Je n'ai pas voulu m'imposer. J'ai accueilli, j'ai cuisiné, j'ai souri. J'ai observé, aussi, sans méfiance. Elle était vive, organisée, décidée. Je me suis dit qu'il avait trouvé quelqu'un qui saurait le guider là où moi, je m'étais toujours contentée d'accompagner. Peu à peu, j'ai senti mon rôle changer. On me consultait moins. On me rassurait davantage. Ne t'inquiète pas, maman. On s'en occupe. Ces phrases avaient l'air tendres. Mais elles ont fini par me réduire. J'avais l'impression d'être prise en charge avant même d'en avoir besoin. Je ne me suis pas rebellée. J'ai cru que c'était le prix à payer pour rester proche. Alors, quand mon fils a parlé d'une fête pour moi, j'ai pensé à une réparation. Une attention tardive, peut-être, mais sincère. Il me disait de me reposer, de ne rien prévoir. Il avait ce ton rassurant qui apaise autant qu'il endort. J'ai laissé faire. J'ai voulu croire que cette fois, on pensait vraiment à moi. Ce que j'avais vu sur l'écran du téléphone venait heurter cette croyance de plein fouet, avant qu'elle ne change d'ali. Ces mots revenaient en boucle. Changer d'adi sur quoi? Qu'avais-je donc accepté sans le savoir? J'ai repassé mentalement les dernières semaines. Les papiers qu'on m'avait tendus sans m'expliquer. Les rendez-vous, évoqués à demi, à mots. Les phrases qui commençaient par « ce serait plus simple si », je me suis levée avant l'aube. J'ai préparé du café, plus fort que d'habitude. Mon mari m'a rejointe en silence. Nous nous sommes assis, face à face, sans parler. Il n'avait pas l'air surpris. Il avait l'air inquiet pour moi. Cette nuance comptait. Il n'était pas complice. Il était témoin. Tu crois qu'ils veulent, quoi? A-A-T-A, il finit par demander. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais besoin d'être honnête, mais aussi précise. Je crois, je dis lentement, qu'ils veulent décider à ma place. En m'entourant, en me faisant croire que c'est pour mon bien. Dire ces mots m'a fait l'effet d'un aveu. Pas de leur part. De la mienne? J'avais accepté trop longtemps que l'on confonde protection et dépossession. J'avais cru que l'amour suffisait à garantir le respect. Ce matin, là, quelque chose s'est déplacé. Pas encore une colère. Plutôt une vigilance nouvelle. Je n'avais pas de certitude. Seulement une intuition ferme. La fête n'était qu'un décor. Derrière les ballons et les sourires, il y avait des décisions en marche, des signatures en attente, un avenir qu'on dessinait sans me demander mon avis. Je me suis regardée dans le reflet sombre de la fenêtre. J'y ai vu une femme fatiguée. Oui, mais pas absente. J'ai pensé à tout ce que j'avais traversé, sans jamais me plaindre. À tout ce que j'avais donné, sans compter. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis posé une question simple, presque inconfortable. Et si, cette fois, je demandais à comprendre avant d'accepter? Je ne savais pas encore comment j'allais agir. Je n'avais aucun plan. Mais je savais que je ne pouvais plus me contenter de sourire et d'attendre.
Ce qui se préparait, quel que soit son nom, me concernait trop directement pour rester dans l'ombre. La fête pouvait bien continuer à s'organiser. Moi, je commençais autre chose. Le lent retour à ma propre lucidité. Les jours qui ont suivi ont pris une texture étrange, comme si le quotidien s'était recouvert d'un voile trop lisse. Tout semblait normal, et pourtant, rien ne l'était plus. Mon fils continuait à venir, souriant, attentif. Il parlait de la fête avec un enthousiasme appliqué, me demandait des détails sans importance. La couleur d'une nappe, le gâteau que je préférais, comme pour ancrer l'idée d'une attention sincère. Je répondais calmement. Je jouais le jeu. Mais, désormais, j'observais. Je remarquais les silences, les échanges de regards, les phrases qui s'arrêtaient quand j'entrais dans une pièce. On parlait autour de moi, rarement avec moi. Et lorsque l'on me demandait mon avis, c'était sur des choses déjà décidées. Tu es d'accord, né à ce pas? Cette question-là n'en était pas une. Elle sonnait comme une formalité, une signature verbale attendue. Mon mari, lui aussi, regardait différemment. Il ne disait presque rien, mais je sentais sa vigilance. Parfois, le soir, il me demandait à voix basse si quelque chose m'avait paru étrange. Nous n'échangions pas de grandes théories, nous accumulions des détails, des incohérences. Une invitation à un rendez-vous informel qui avait été annulé sans raison. Un courrier arrivé et rangé trop vite. Des mots comme simplifié, anticipé, sécurisé qui revenaient avec une régularité suspecte. Les petites humiliations ont repris, plus feutrées encore. Tu te fatigues trop, laisse à nous faire. À ton âge, ce serait plus raisonnable. Dites avec douceur, devant témoins, ces phrases prenaient l'allure d'une sollicitude. Mais je savais désormais ce qu'elles contenaient. Une mise à distance. Une manière de m'installer dans un rôle de bénéficiaire passive, reconnaissante par avance. Je me surprenais à peser mes mots, à raccourcir mes phrases, à éviter certaines questions pour ne pas déclencher ce sourire gêné qui signifiait « Ce n'est pas de ton ressort ». Vivre ainsi fatigue l'âme. Ce n'est pas la violence qui épuise le plus, mais la nécessité constante de prouver qu'on n'est pas un obstacle. Un après-midi, mon fils est venu avec des papiers, à regarder plus tard. Il les a posés sur la table basse, sans insister, puis a parlé d'autre chose. Je n'ai pas touché au dossier devant lui. J'ai attendu qu'il parte. Ensuite, j'ai ouvert. Des documents administratifs, des formulaires, déjà partiellement remplis, mon nom imprimé en haut. Rien d'illégal à première vue, mais trop préparé. Trop avancé pour être innocent. J'ai refermé sans lire jusqu'au bout. Je n'avais pas besoin de tout comprendre pour sentir l'orientation. Je me suis tue. Plus que jamais. Non par peur, mais par stratégie. Je sentais que la moindre protestation serait interprétée comme une résistance irrationnelle. Le récit était prêt. La mère anxieuse, confuse, qui ne comprend pas qu'on veut l'aider. Je ne voulais pas nourrir cette histoire. Le soir, seule, dans la cuisine, je notais mentalement les faits. Les dates. Les mots exacts. J'apprenais à regarder sans réagir, à écouter sans approuver. Cette discipline nouvelle me donnait une force calme. Je n'étais plus emportée par le besoin d'être aimée ou rassurée. Je cherchais la clarté. Je pensais souvent à la fête, aux ballons, aux sourires, aux discours préparés. J'imaginais les compliments, les photos, les embrassades. Et derrière ce décor, je voyais désormais une autre scène, celle où l'on m'installait doucement à l'écart, sous couvert d'affection. La fête n'était pas une célébration, c'était un écran. Je me suis demandé quand j'avais commencé à accepter qu'on décide pour moi. Peut-être le jour où j'avais confondu la paix avec l'effacement, peut-être bien avant. Cette question n'appelait pas de reproche, seulement une prise de conscience. Un soir, mon mari m'a regardé longuement et a dit « Tu es plus silencieuse ». J'ai répondu « J'écoute ». Il a hoché la tête. Il comprenait. Je n'avais pas encore de preuves irréfutables, pas encore de certitude juridique. Mais j'avais quelque chose de plus précieux à cet instant. La lucidité. Elle me disait que je n'étais pas invitée à cette fête, comme on invite quelqu'un à être honoré, mais comme on invite quelqu'un à consentir. Et je savais, au fond de moi, que consentir sans comprendre n'était plus une option. La révélation est venue sans fracas, presque avec pudeur. Un après-midi ordinaire, trop calme, pour annoncer quoi que ce soit d'important. Mon fils était passé déposer des courses. Il a parlé de la fête,
encore, puis il est reparti rapidement, prétextant un rendez-vous. Sur la table de l'entrée, il a laissé son sac ouvert. Rien d'inhabituel. Et pourtant, quelque chose m'a retenu. J'ai aperçu une enveloppe épaisse, sans timbre, à moitié dissimulée sous un pull. Mon nom était écrit dessus, d'une écriture qui n'était pas la mienne. J'ai hésité, longtemps. Fouiller n'a jamais été dans ma nature. J'avais été élevé à respecter les frontières, même quand elles me blessaient. Mais cette fois, une intuition ferme m'a poussé à ouvrir. À l'intérieur, il y avait des copies, des formulaires, un projet de procuration, un brouillon de donation. Et surtout, une note manuscrite, brève, sèche, à finaliser après la fête. Ces mots m'ont traversé comme une lame froide. La fête n'était donc pas un aboutissement, mais une étape. Un moment choisi pour me rendre docile, émue, reconnaissante. Plus facile à faire signer. Je me suis assise. J'ai pris le temps de lire chaque page. Mon nom revenait partout. Mes biens, mes comptes, ma maison. Tout était présenté comme une évidence. Une simplification nécessaire. Il n'y avait pas de violence apparente, pas de menace. Juste cette logique implacable. Elle acceptera. Parce qu'on l'aime. Parce qu'on l'aime. Parce qu'elle est fatiguée. Parce qu'elle a toujours dit oui. J'ai senti une colère monter, mais elle n'était pas explosive. C'était une colère dense, lourde, nourrie par des années d'arrangements silencieux. J'ai repensé à toutes ces décisions prises sans moi, à ces phrases dites doucement, pour éviter le conflit. On s'occupe de tout. Tu n'as pas à te fatiguer, c'est mieux comme ça. Chaque souvenir trouvait soudain sa place. J'ai remis les documents exactement comme je les avais trouvés. J'ai rangé l'enveloppe dans le sac, replacé le pull par-dessus. Je n'ai rien dit quand mon fils est revenu chercher son téléphone. Il m'a embrassé, a parlé du gâteau, a souri. Je lui ai souri aussi. Mais ce sourire-là n'était plus le même. Il n'était plus offert. Il était tenu. Le soir, j'ai montré les papiers à mon mari. Il a pâli. Il a lu sans parler, lentement, comme on lit une langue étrangère qu'on finit par comprendre. Ils ont déjà décidé, a Ataïl dit enfin. Ce n'était pas une question. C'était un constat. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. J'ai écrit. J'ai noté la date, les documents, les mots exacts. J'ai listé ce que je savais, ce que je supposais, ce que je devais vérifier. Mettre de l'ordre m'a empêché de sombrer. J'ai compris que ce que je vivais n'était pas un malentendu familial, mais une mécanique bien rodée. Entourer, rassurer, décider, faire signer. Je me suis regardée dans le miroir de la salle de bain. Une femme âgée. Oui, mais pas absente. Pas incapable. Je me suis dit, à voix basse. Ils ont confondu mon silence avec un accord. Et cette phrase m'a redressée. Le lendemain, j'ai commencé à chercher des informations, discrètement, sans urgence apparente. J'ai lu sur les procurations, les donations, le consentement éclairé. J'ai compris que rien ne pouvait être fait sans moi, sauf si je me laissais faire. Cette compréhension m'a apporté une forme de calme inattendu. Je n'étais pas déjà dépossédée. On essayait de m'y conduire. La fête continuait de se préparer. Invitation envoyée. Décor choisi. On me demandait mon avis sur des détails insignifiants. Je répondais. Je laissais croire que tout allait bien. À l'intérieur, quelque chose s'était solidifié. Une ligne claire. Je ne savais pas encore comment j'allais agir. Je n'avais pas de plan arrêté. Mais je savais ce que je ne ferais plus. Signer sans comprendre. Accepter sans choisir. Sourire pour faciliter ce qui me retirait ma place. Ce jour-là, la fête a cessé d'être une surprise. Elle est devenue un révélateur. Et moi, sans bruit, j'ai cessé d'être la femme qu'on occupe pour mieux décider à sa place. Les nuits suivantes ont été étrangement calmes. Pas paisibles, calmes. Une immobilité tendue, comme celle qui précède une décision importante. Je dormais par fragments, me réveillant sans sursaut, mais avec cette lucidité insistante qui ne me quittait plus. À côté de moi, mon mari respirait profondément. Sa présence manquerait. Il ne cherchait pas à me convaincre, ni à m'orienter. Il attendait que je comprenne par moi à même. Et j'avais besoin de ce temps-là. Je repassais mentalement les documents aperçus dans le sac. Les mots précis. À finaliser, après la fête. Cette phrase me revenait comme un refrain, discret. Elle disait tout. La fête n'était pas une fin, mais un moyen.
Une mise en scène affective destinée à m'attendrir, à m'envelopper de reconnaissance et de gratitude, pour que je ne résiste pas au moment crucial. J'avais souvent confondu l'émotion avec la preuve d'amour. Cette fois, je refusais de tomber dans ce piège. Je me levais parfois avant l'aube pour m'asseoir à la table de la cuisine, sans allumer la lumière. Je notais des détails sur un carnet. Les dates, les phrases exactes, les attitudes. J'apprenais à faire ce que je n'avais jamais vraiment fait pour moi-même. Observer sans excuser. Nommer sans atténuer. Chaque mot écrit me rendait un peu plus solide. Le doute tentait encore de s'infiltrer. Et s'il voulait vraiment t'aider? Et si tu interprétais mal? Cette voix, je la connaissais bien. Elle avait longtemps guidé mes concessions. Mais je la confrontais désormais aux faits. Des projets de procuration, sans discussion préalable. Des documents préparés avant même que je sois informée. Une chronologie trop parfaite pour être innocente. Le doute reculait, non pas par colère, mais par épuisement. Il n'avait plus d'arguments. Je n'ai rien dit à mon fils. Pas un mot. Pas une allusion. Je savais que toute question serait perçue comme une inquiétude excessive, voire une preuve de cette fragilité qu'on semblait déjà me prêter. Le récit était prêt, je le sentais. La mère âgée, qu'il faut rassurer, guider, sécuriser. Je refusais d'entrer dans ce rôle. Mon silence devenait un choix, non une soumission. J'ai commencé à me renseigner, discrètement. Pas sur Internet à la maison. À la bibliothèque municipale, sur un poste public. Je lisais lentement, attentivement. Les mots juridiques me semblaient durs au début, presque étrangers. Consentement éclairé. Procuration. Donation. Capacité juridique. Peu à peu, ces termes prenaient sens. Ils dessinaient des limites claires. Et surtout, ils confirmaient une chose essentielle. Rien ne pouvait être fait légalement sans mon accord explicite. Pas encore. Cette découverte m'a apporté un calme inattendu. La situation était grave, oui, mais elle n'était pas irréversible. Je n'étais pas déjà dépossédée. On tentait de me conduire vers une décision présentée, comme évidente. Tant que je restais lucide, tant que je ne signais rien, j'existais pleinement aux yeux de la loi. Un après-midi, j'ai pris rendez-vous, sous un prétexte banal. Je n'avais pas encore besoin de tout expliquer. Je voulais simplement poser des questions générales, comprendre les mécanismes. La personne en face de moi m'a écouté, sans me couper, sans condescendance. On m'a parlé de prudence, de vérification, de temps. Ce temps que je m'étais trop souvent refusé par le passé. En sortant, j'ai respiré profondément. Je n'étais pas seule dans cette clarté retrouvée. À la maison, la préparation de la fête continuait. On me demandait mon avis sur des détails. Une musique, une couleur, une heure d'arrivée. J'y répondais calmement. Je laissais croire que tout allait bien. Et c'était vrai, d'une certaine façon. Tout allait enfin dans le sens d'une compréhension plus juste de ma situation. Je regardais mon fils différemment. Non avec dureté, mais avec lucidité. Je voyais son empressement, son besoin de bien faire, mêlé à une facilité inquiétante à décider pour moi. Je ne doutais pas qu'il m'aimait. Mais l'amour n'empêche pas la dépossession, lorsqu'il n'est pas accompagné de respect. Le soir, en rangeant le carnet dans le tiroir, j'ai pris conscience d'un changement profond. Je n'avais plus peur. Pas cette peur sourde de déplaire, de perdre l'affection, de briser l'harmonie. À sa place, il y avait une vigilance calme, presque austère. Je ne cherchais plus à être rassurée. Je cherchais à être claire. Je ne savais pas encore comment tout cela se terminerait. Je ne pensais pas en termes de confrontation ou de rupture. Je pensais en termes de limites, de protection, de dignité. La fête aurait lieu, sans doute. Les sourires seraient là. Les discours aussi. Mais moi, je n'y serais plus la même. Dans ce silence que je construisais patiemment, je sentais se former une certitude tranquille. Comprendre avant d'accepter n'était pas une trahison. C'était, enfin, une fidélité à moi à même. La décision d'agir ne s'est pas imposée comme un coup de tonnerre. Elle s'est déposée en moi avec une lenteur presque rassurante, comme une évidence qu'on accepte enfin de regarder en face. J'avais compris que le temps jouait un rôle essentiel. Trop tôt, je serais cataloguée comme anxieuse. Trop tard, je serais piégée. Il fallait avancer avec méthode, sans provoquer, sans laisser de traces inutiles. J'ai pris rendez-vous un matin, dans un quartier où personne de ma famille n'avait l'habitude d'aller.
J'ai dit à mon fils que j'avais une visite médicale. Il a acquiescé, distraitement, soulagé même, comme si cela confirmait l'image qu'il se faisait déjà de moi. Une mère qu'on accompagne, qu'on rassure, mais qui ne décide plus vraiment. Cette indifférence m'a servi de couverture. Le cabinet était calme. J'ai parlé posément. J'ai décrit les documents, la chronologie, la phrase laissée dans l'enveloppe. Je n'ai accusé personne. Je me suis contentée d'exposer les faits. On m'a écouté sans m'interrompre. On m'a posé des questions précises. Pas une seule fois je n'ai senti le moindre doute sur ma capacité à comprendre. Cette reconnaissance silencieuse m'a redressé plus sûrement qu'un discours. Nous avons commencé par sécuriser l'essentiel. Vérifier qu'aucune procuration n'avait été enregistrée sans mon accord. Confirmer l'état exact de mes comptes. Mettre par écrit ce qui devait l'être. Chaque étape était claire, balisée, réversible. Rien ne se faisait dans l'urgence. Cette lenteur maîtrisée me rassurait. Elle contrastait avec la précipitation que j'avais lue dans les messages de mon fils. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire, à mon nom seul. Pas pour cacher, mais pour séparer. Pour que ce qui m'appartenait ne soit plus confondu avec ce que d'autres estimaient pouvoir gérer à ma place. En signant, j'ai ressenti une émotion inattendue. Non pas de la peur, mais une gravité sereine. Je reprenais simplement ce que je n'aurais jamais dû laisser glisser hors de mes mains. Puis, il y a eu la question de la maison. Cette maison où j'avais tout donné, où chaque mur portait une part de magie. On m'a expliqué mes options, sans pression. Rester, vendre, louer. J'ai pris le temps. J'ai compris que rester signifiait continuer à être observé, évalué, doucement poussé vers une décision qu'on jugerait raisonnable pour moi. Vendre, en revanche, rompait le scénario préparé sans me consulter. J'ai signé un mandat, sans trembler. Ce geste-là m'a libéré plus que je ne l'aurais cru. À la maison, rien n'avait changé en apparence. La fête se précisait. On parlait d'invités, de surprises, de discours. Je répondais avec le même calme que les semaines précédentes. Mon fils me trouvait sans doute apaisé. Ma docilité apparente renforçait sa certitude que tout se déroulait comme prévu. Il ne voyait pas que ce calme n'était plus celui de l'abandon, mais celui de la maîtrise. J'ai rédigé un testament, clair, précis, sans ambiguïté. Pas pour punir, mais pour décider. Pour que mes choix ne soient plus interprétés, ni corrigés. En apposant ma signature, j'ai pensé à la femme que j'avais été, toujours prête à arranger, à céder, à différer. Ce document marquait une frontière, douce mais infranchissable. Je classais tout avec soin. Les copies, les dates, les courriers. Une chemise simple, rangée dans un endroit sûr. Je notais les rendez à vous, les décisions, les échéances. Cette organisation me calmait. Elle transformait l'inquiétude en structure, la tristesse en vigilance. Il ne se doutait de rien. Mon fils parlait de la fête avec une excitation presque enfantine. Il me demandait si j'étais heureuse. Je répondais oui. Et c'était vrai, d'une certaine manière. J'étais heureuse de ne plus me sentir floue. Ma lucidité me tenait droite. Le soir, seule avec mon mari, nous échangions peu de mots. Il me regardait avec une attention nouvelle, respectueuse. Il ne cherchait pas à diriger. Il savait que j'avais trouvé mon axe. Cette confiance silencieuse m'était précieuse. Je savais que le moment viendrait où tout cela devrait être dit, expliqué, assumé, mais je n'étais pas pressée. J'avais préparé le terrain, légalement, méthodiquement, sans éclat. La fête pouvait approcher. Moi, je m'étais déjà retirée du rôle qu'on m'avait assigné. Et dans ce retrait lucide, je construisais, pas à pas, la seule réponse possible à une affection qui avait voulu se substituer à mon consentement, une dignité protégée par les faits. Le basculement est arrivé plus tôt que prévu. Pas le jour de la fête, comme il l'avait sans doute imaginé, mais quelques jours avant, à la faveur d'un détail qu'il n'avait pas anticipé. C'est une notification, un courrier, une vérification administrative déclenchée par une démarche que j'avais faite sans bruit. La mécanique s'est grippée, et avec elle, leur assurance. Mon fils a appelé en fin d'après-midi. Sa voix n'était plus légère. Elle tremblait d'une nervosité qu'il ne prenait même plus la peine de masquer. « Maman, il faut qu'on se voie. » Il a ajouté, presque aussitôt. Tous les trois. Cette précision disait tout. Ce n'était plus une conversation affectueuse.
C'était une tentative de reprise en main. Nous nous sommes retrouvés dans le salon, celui où tant de décisions avaient été prises sans moi, sous couvert de douceur. Ma belle fille était déjà là. Droite, trop droite. Elle parlait vite, comme pour remplir l'espace avant que je n'y prenne place. Elle a commencé par des phrases vagues. Des malentendus, des inquiétudes, des démarches mal comprises. Elle utilisait ce ton faussement rassurant qui donne l'impression que le problème vient de celui qui écoute. Je me suis assise. J'ai posé mon sac à mes pieds. Je n'ai pas répondu. Je les ai laissés dérouler leur récit, avec ses justifications trop nombreuses, ses contradictions maladroites. Plus ils parlaient, plus je sentais la panique affleurer. Ils ne savaient pas encore exactement ce que je savais, mais ils comprenaient que quelque chose leur échappait. Quand le silence s'est enfin installé, j'ai sorti les documents. Lentement. Sans théâtralité. Les confirmations. Les dates. Les démarches engagées. Je n'ai pas accusé. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement posé les faits sur la table, comme on déplie une carte qu'on connaît déjà par cœur. Chaque feuille semblait retirer un peu d'air à la pièce. Ma belle fille a pâli. Elle a tenté un sourire. Bref, nerveux. Tu vas trop loin, a-elle dit. Puis, voyant que je ne réagissais pas, elle a changé de registre. Elle a parlé de trahison, de confiance brisée. Elle a dit que je détruisais la famille, que j'agissais par peur, par orgueil. Les mots sortaient vite, mal ajustés. Elle cherchait une réaction. Une faille, quelque chose qui confirmerait son récit. Je suis restée immobile. Ce calme l'a déstabilisée plus que n'importe quelle réplique. Parce qu'elle comprenait, à mesure que les secondes passaient, que je n'étais plus sur son terrain. Je n'étais plus la mère qu'on rassure pour mieux décider à sa place. J'étais devenue un point fixe, appuyé sur des démarches irréversibles. Mon fils, lui, regardait les documents sans les toucher. Il avait ce visage défait de ceux qui réalisent trop tard qu'ils ont confondu facilité et justesse. Je voulais bien faire, a-il murmuré. Cette phrase m'a traversé sans m'atteindre. Je n'y ai pas entendu de cruauté. J'y ai entendu une abdication ancienne. Celle de quelqu'un qui préfère déléguer les choix, difficiles à d'autres, quitte à trahir, sans le vouloir. Il a essayé de négocier, de parler de la fête, d'expliquer qu'on aurait pu en discuter, plus tard, autrement. J'ai alors parlé. Une seule fois. Lentement. Ce qui se prépare sans moi ne me concerne pas. Ce qui se décide à ma place n'est pas une attention. C'est une dépossession. Il n'y avait rien à ajouter. Tout était dit. La colère a fini par éclater, brutale, désordonnée. Ma belle fille a élevé la voix. Elle a parlé de paranoïa, d'ingratitude, de manipulation. Elle répétait que tout cela était pour mon bien, comme une formule magique, censée effacer les actes. Mon fils s'est levé, s'est rassis, incapable de trancher. Je les regardais sans animosité. Avec cette distance nouvelle que donne la certitude d'avoir déjà choisi. La discussion s'est terminée sans accord. Il n'y en aurait pas. Les démarches étaient engagées. Les décisions actées. Ils avaient perdu la maîtrise du calendrier, et avec elle, leur avantage. La fête, soudain, n'avait plus de sens. Elle n'était plus qu'un décor inutile. Je me suis levée. J'ai rangé les documents dans mon sac. J'ai dit calmement. Je n'ai rien fait contre vous. J'ai fait pour moi. Personne ne m'a retenu. Personne n'a su quoi répondre. En sortant, j'ai senti quelque chose se dénouer en moi. Pas une victoire. Une fin. La fin d'un scénario écrit sans moi. Le piège s'était refermé non pas parce que j'avais été plus forte, mais parce que j'avais été patiente. Parce que j'avais laissé la vérité arriver à son heure. Ils avaient cru me conduire par l'affection. Ils avaient oublié que l'affection n'autorise pas le consentement forcé. Et ce jour-là, sans cri, sans éclat, j'ai compris que je n'étais plus sous leur regard. J'étais revenue à moi. Après cette confrontation, plus rien n'a vraiment tenu ensemble. Pas d'explosion immédiate, pas de cris qui durent des heures, juste une suite de fissures, lentes mais irréversibles, qui ont parcouru ce qu'il restait de notre famille. La fête, officiellement, n'a jamais été annulée. Elle a simplement cessé d'être mentionnée. Comme un mot interdit qu'on évite pour ne pas réveiller la honte. Les jours suivants, les échanges ont changé de nature.
Mon fils appelait, mais ses phrases tournaient autour de l'essentiel, sans jamais l'atteindre. Il parlait de logistique, de détails pratiques, de choses à régler pour plus tard. Il cherchait encore une zone grise, un espace où reprendre la main sans avoir à reconnaître ce qui avait été fait. Je l'écoutais sans m'opposer, mais sans répondre vraiment. Ce silence à là n'était plus une fuite, c'était une limite. Ma belle fille, elle, a disparu. Plus de messages, plus de visites. Un retrait sec, stratégique. Je savais qu'elle expliquait sa version ailleurs, qu'elle réorganisait son récit pour sauver ce qui pouvait l'être. Mais ce récit n'avait plus de prise sur moi. Ce qui avait été engagé suivait désormais son cours, indépendamment des mots qu'on y apposerait. Mais l'attention s'est déplacée vers l'extérieur. Des proches ont commencé à appeler, prudemment. Pas pour comprendre, mais pour prendre la température. Les questions étaient vagues, les silences éloquents. Je répondais peu. Je ne cherchais pas à convaincre. J'avais compris que la vérité n'a pas besoin d'ambassadeur quand elle est documentée. Elle agit lentement, mais sûrement. À la maison, l'atmosphère était étrange. Mon mari et moi parlions peu, mais d'un silence apaisé. Il n'y avait plus de débat à mener, plus de stratégie à affiner. Nous avions franchi un seuil. Il me regardait différemment, avec une forme de respect tranquille. Non parce que j'avais tenu tête, mais parce que j'avais tenu bon. Sans éclat. Sans me renier. J'ai appris, par des détours, que les reproches avaient commencé à circuler entre eux. Les rôles se redéfinissaient. Chacun tentait de déplacer la responsabilité. Les phrases changeaient. On s'est mal compris. On aurait dû attendre. Ce n'était pas le moment. Ce glissement m'a frappé. On ne parlait plus de moi. On parlait de gestion. De timing. Comme si le problème n'avait jamais été la dépossession, mais l'échec de sa mise en œuvre. La petite fille est devenue, malgré elle, un point sensible. On évoquait son avenir, son équilibre, comme des arguments. J'ai refusé d'entrer dans ce jeu. La protéger ne signifiait pas accepter l'injustice. La vraie protection, parfois, consiste à montrer qu'une femme peut dire non sans disparaître. J'ai pris soin de rester présente, mais à distance. Disponible, sans être capturable. Les démarches suivaient leur cours. Des confirmations arrivaient. Des échéances se précisaient. Tout se faisait dans la légalité la plus stricte. Cette rigueur me protégeait plus sûrement que n'importe quelle justification émotionnelle. Elle empêchait toute tentative de me faire passer pour excessive, irrationnelle ou manipulée par la peur. Je sentais pourtant une fatigue nouvelle. Pas celle de l'angoisse, mais celle des deuils silencieux. Le deuil d'une image de famille que j'avais portée longtemps, parfois seule. Le deuil d'un rôle qui m'avait défini, mais aussi enfermé. Cette fatigue à là était saine. Elle accompagnait un détachement nécessaire. C'est dit, un après-midi, en rangeant des affaires, je suis tombée sur des objets de la fête qui n'auraient pas lieu. Des rubans, une liste d'invités, un brouillon de discours. J'ai tout remis dans un carton. Sans colère, sans ironie. Ces objets n'étaient pas mensongers en eux-mêmes. Ils étaient simplement devenus inutiles. La célébration qu'ils promettaient n'était plus possible, parce qu'elle avait été construite sur un malentendu fondamental. Croire que l'on peut honorer quelqu'un, tout en décidant pour lui. Les visites se sont espacées. Les messages se sont faits plus courts, plus prudents. La famille, telle que je l'avais connue, se défaisait par petites touches. Pas dans le scandale, mais dans l'évitement. Chacun se protégeait à sa manière. Moi, je regardais cela avec une distance que je n'aurais jamais cru possible. Je n'étais plus au centre de l'attention. J'en étais sortie. Un soir, assise seule dans le salon, j'ai pris conscience de ce que j'avais réellement perdu. Pas un fils, pas un foyer. Mais l'illusion qu'aimer signifiait toujours s'effacer. Cette illusion avait tenu longtemps. Elle s'était nourrie de mes silences, de ma patience, de mon désir de préserver la paix. La voir s'écrouler faisait mal, mais c'était un mal nécessaire. L'éclatement familial n'avait pas produit de vérité spectaculaire. Il avait produit quelque chose de plus discret, plus durable, un nouvel équilibre. Fragile, certes, inconfortable, mais réel. Et dans cet équilibre, pour la première fois depuis des années, je ne me sentais plus en faute d'exister. Je n'avais plus rien à expliquer, plus rien à prouver. Ce qui devait se faire se faisait, ce qui devait se taire se taisait. Et moi, au milieu de ces ajustements silencieux, je commençais à sentir une chose simple, presque oubliée, l'espace.
l'espace d'être sans justification, l'espace d'avancer sans regarder en arrière à chaque pas. La famille ne se reconstruirait pas telle qu'elle avait été. Et peut-être que c'était mieux ainsi. Certaines structures ne tiennent que tant que quelqu'un accepte de porter le poids pour tous. Quand cette personne pose enfin le fardeau, tout vacille. Ce n'est pas une destruction. C'est une mise à nu. Et dans cette mise à nu, je découvrais, lentement, la possibilité d'une suite qui ne dépendait plus des décisions prises en mon absence. Le départ ne s'est pas imposé comme une fuite, mais comme une évidence. Il n'y avait plus rien à défendre, plus rien à expliquer. La maison était devenue trop pleine de silence, chargée, de souvenirs qui ne me reconnaissaient plus. J'ai commencé à trier mes affaires sans hâte, comme on le fait quand on sait que le geste est définitif. Je n'ai pris que l'essentiel, des vêtements simples, quelques livres, des photos anciennes. Celles d'avant, les tensions, d'avant les calculs. J'ai laissé derrière moi ce qui appartenait davantage à un rôle qu'à une personne. Chaque objet abandonné allégeait un peu plus ma respiration. Ce n'était pas de la tristesse. C'était une clarté nouvelle. Le nouveau lieu était modeste, lumineux, situé loin des habitudes familiales. Personne n'y passerait par hasard. Le premier matin, j'ai ouvert les volets sans craindre un commentaire, sans anticiper une remarque sur la poussière ou l'ordre des choses. L'air était frais. J'ai respiré longtemps, comme si j'apprenais à nouveau ce geste simple. Pour la première fois depuis des années, mon temps m'appartenait entièrement. Les premiers jours, j'ai surtout observé. Les bruits du quartier, les pas réguliers d'une voisine âgée, le passage d'un facteur toujours pressé. Je me suis laissé porter par un rythme qui n'était dicté par personne. J'ai mangé quand j'avais faim, dormi quand la fatigue venait. Cette liberté, au début, avait quelque chose de presque gênant. Comme si je n'avais pas le droit de ne pas être utile à quelqu'un. La nuit, mon sommeil a changé. Il n'était pas encore profond, mais il était calme. Je me réveillais parfois, sans angoisse, simplement attentive au silence. Un silence qui ne menaçait pas. Un silence qui enveloppait. J'ai compris alors à quel point j'avais vécu longtemps en état d'alerte, prête à justifier chacun de mes choix. J'ai repris des habitudes anciennes, abandonnées sans m'en rendre compte. Lire, sans être interrompu. Écrire quelques lignes, sans objectif précis. Je notais ce que je ressentais, sans chercher à arranger, sans vouloir expliquer. Ces mots n'étaient destinés à personne. Ils me rendaient simplement présente à moi-même. Parfois, mon fils me revenait en pensée, son visage inquiet lors de notre dernière conversation, sa voix cherchant encore un terrain d'entente. Je ne cherchais plus à le comprendre, ni à l'excuser. Il était devenu ce qu'il avait choisi d'être. Cela n'annulait pas l'amour, mais cela le plaçait à une juste distance. L'amour, et je compris, n'oblige pas à se laisser effacer. Quant à la fête, elle m'apparaissait désormais comme un symbole étrange. Une tentative de célébration bâtie sur une dépossession. Une mise en scène affective, destinée à masquer un geste qui ne me laissait aucune place. J'ai rangé cette image là où elle devait être, dans le passé, sans colère, sans nostalgie. Je me suis interrogée sur le pardon. Non comme une obligation morale, mais comme une éventualité intérieure. Pardonner n'était pas oublier, ni revenir. C'était refuser que l'amertume prenne la place de la vigilance. Je n'étais pas encore prête à tout pardonner, et je m'autorisais ce temps. La paix véritable ne se force pas. Un après-midi, en plantant quelques fleurs sur le rebord de la fenêtre, j'ai ressenti une émotion inattendue, une fierté calme. Pas celle qui cherche à prouver quoi que ce soit, mais celle qui naît quand on a tenu bon sans se trahir. J'avais protégé ce qui devait l'être. J'avais refusé de signer ma propre disparition. Les jours ont commencé à se ressembler, et cette ressemblance m'a rassurée. Je n'attendais plus d'appel. Je n'ouvrais plus les messages avec appréhension. S'ils venaient, je les lirais. Sinon, je continuais. Ma vie n'était plus suspendue aux décisions prises ailleurs. Un soir, en refermant la porte derrière moi, j'ai compris que je n'étais plus en transition. J'étais arrivée. Pas seulement dans un lieu, mais dans un état intérieur où je n'avais plus besoin de prouver ma lucidité, ni ma gratitude, ni ma normalité. J'avais cessé d'être un personnage secondaire dans le récit des autres. Ce nouveau départ n'effaçait ni l'amour passé, ni la trahison, ni la douleur. Mais il leur donnait une place juste. Ni centrale, ni envahissante.
Et dans cette justesse retrouvée, je découvrais quelque chose de rare et précieux, la possibilité de vivre sans me défendre. Le matin où j'ai compris que je n'attendais plus rien, j'ai su que l'histoire touchait à sa fin. Pas parce que tout était réparé, mais parce que plus rien n'exigeait de justification. La lumière entrait doucement par la fenêtre, sans urgence, sans promesse. Je me suis levée, lentement, consciente de chaque geste, comme si j'habitais enfin mon propre corps. Je pensais à cette fête qui n'avait jamais eu lieu, au ballon invisible, au discours préparé, à cette mise en scène qui devait me rendre reconnaissante au moment précis où l'on me demandait de renoncer. Ce souvenir ne me faisait plus mal. Il me semblait lointain, presque étranger. Comme une pièce de théâtre à laquelle j'avais assisté sans y jouer le rôle qu'on m'avait attribué. Je me suis interrogée sur ce qui avait réellement été perdu. Pas seulement une confiance, ni même une illusion familiale. J'avais perdu l'idée confortable que l'amour protège de tout. J'avais appris, tardivement mais clairement, que l'affection peut cohabiter avec la dépossession quand elle n'est pas accompagnée de respect. Cette leçon avait été dure, mais elle m'avait rendu plus juste avec moi-même. Mon fils me revenait parfois à l'esprit. Je ne le voyais plus comme un coupable à condamner, ni comme un enfant à sauver. Il était devenu un homme qui avait fait des choix, parfois par facilité, parfois par peur. Je n'avais plus à les corriger, ni à les porter. L'amour maternel, quand il survit à la lucidité, change de forme. Il devient silencieux, moins exigeant, moins douloureux. Ouais. Quant à mon mari, sa phrase « quelque chose ne va pas » résonnait encore comme un seuil franchi. Sans lui, peut-être aurais-je continué à douter, à minimiser, à accepter. Il n'avait pas décidé pour moi. Il m'avait simplement montré. Et cela avait suffi. Je lui en étais reconnaissante, non pas comme on remercie un sauveur, mais comme on remercie un témoin honnête. Je n'avais pas cherché la revanche. Je n'avais pas cherché à humilier, ni à faire payer. J'avais cherché à rester entière. À refuser que l'on décide de ma vie sous couvert de sollicitude. À rappeler, sans élever la voix, que le consentement n'est jamais un détail, quel que soit l'âge. Je pensais aussi à celles qui, peut-être, vivent encore ce que j'ai traversé. Celles à qui l'on dit « c'est pour ton bien ». Celles qu'on entoure trop, qu'on rassure trop, jusqu'à leur faire croire qu'elles n'ont plus besoin de comprendre. Je ne leur dirai pas de se méfier de tout, ni de rompre dans le bruit. Je leur dirai d'écouter ce malaise discret, cette phrase intérieure qui dit « quelque chose ne va pas », de la respecter, de prendre le temps de vérifier, de lire, de demander. Le temps est souvent la seule chose qu'on essaie de nous retirer. La dignité ne se défend pas par des cris, elle se protège par des limites, par des décisions prises à l'abri des regards, mais en pleine conscience. Par la patience aussi, quand elle est choisie. J'avais compris que se taire n'est pas toujours céder. Se taire peut être une manière de reprendre le contrôle, de préparer ce qui doit l'être, de ne plus nourrir les récits qui nous effacent. Allez, je me suis regardée une dernière fois dans le miroir. J'y ai vu une femme marquée, oui, mais droite. Une femme qui n'avait pas tout réussi, mais qui n'avait pas disparu. Une femme qui avait cessé d'attendre l'autorisation, d'exister pleinement. Ce jour-là, je n'ai pas ressenti de victoire. J'ai ressenti quelque chose de plus durable. La paix qui vient quand on n'a plus besoin de se défendre. Quand on accepte que certaines relations changent, se réduisent ou s'éloignent sans que cela définisse notre valeur. J'ai ouvert la fenêtre. L'air frais est entré. J'ai respiré profondément en pensant à tout ce chemin parcouru sans bruit. Et dans ce calme retrouvé, j'ai laissé s'installer cette vérité, simple, solide, irrévocable. Le silence peut aussi être une forme de justice.